Est-ce que vous pouvez me dire à quelle époque remonte votre deuil? Alors, c'est un peu particulier pour mon cas parce que j'ai vécu au cours des dernières années trois grossesses. Une en 2022, où j'apprends que je suis enceinte en août 2022 pour un accouchement en mai 2023. Euh, un lundi 12 décembre de l'année 2022, eh ben, je ressens des contractions, mais comme c'est méconnu pour moi, je vais au travail. Je vais au travail quand même. Et je sens que s'intensifie. Et donc, je finis par appeler le 15, qui me dit allez aux urgences. Et c'est une collègue qui me dépose aux urgences de la maternité. Donc, j'arrive et ils me prennent en charge température, toutes ces choses classiques. Et ils vérifient par échographie endovaginale euh, et que rien n'est, tout est OK. Cependant, ils font un test pour voir si c'est du liquide amniotique qui coule. Et c'est bien ça, c'est du liquide. Sauf que on me propose à ce moment-là ce qu'ils appellent un cerclage. Je ne sais pas ce que c'est à ce moment-là. Et on me le fera pas parce que, en fait, je suis en infection. C'est-à-dire qu'en l'espace de 2 heures, je suis passée de 37 à 38, puis 39, puis 42 fièvres. Donc, je lui romps la poche des os à 14 heures. 18 heures, j'accouche de mon petit garçon qui fait 385 grammes, qui naît vivant. Il a été vivant pendant 1 heure. Et comment dire? C'est très choquant, très choquant. Et donc, à la suite de ça, donc, on a l'occasion de le prendre dans nos bras. Euh, et la maternité nous font ils font des photos de lui, ils l'habillent et tout ça. Donc, on pouvait récupérer les photos. Et si on le souhaitait, on pouvait, quand on voulait, le déclarer à l'état civil. Parce qu'en France, il faut savoir que, en fait, un enfant est considéré viable à partir de 22 semaines d'aménorrhée. Moi, j'ai accouché du premier à 20 semaines et 4 jours. Donc, aux yeux de la loi, il n'a jamais existé. Donc, il y a la différence. Donc, on ne bénéficie pas de congé maternité, de la prime. Enfin, ils appellent ça une prime ou une indemnité, je crois. Une indemnité deuil qui peut être transmise par la CAF. On, ne- la prime à la naissance vous est retirée. Et bien que ça, j'avais prévenu que j'avais accouché bien avant, la CAF ou la CPAM, je sais plus, enfin, ne l'a pas pris en compte. Et ce qui fait qu'ils me l'ont quand même versé. Puis après, ils m'ont demandé de la rembourser. Ouais, ouais, ouais. Donc, je trouve qu'au niveau de l'administration, quand les mamans accouchent où il y a le terme qui n'est pas viable, bah, quand on envoie les documents qu'il faut dans les temps qu'il faut, bah, qui se bougent les fesses parce que bah, j'ai pas trouvé ça normal qu'on me demande de rembourser aussi immédiatement mon, une prime quoi, à la naissance. Enfin, c'est pas comme si je ne vous avais pas informé en fait que j'étais plus enceinte. Donc ça a été très dur au niveau administratif à ce niveau-là. Pour revenir à mon séjour au niveau à l'hôpital lors du premier accouchement, euh, j'y suis restée 10 jours. Pas parce que, parce que d'une, j'avais une infection. Et donc, quand on comprend pas les choses, il vous propose de faire une autopsie de votre bébé. Donc, on a accepté avec mon conjoint. On a rempli tous les documents qu'il fallait. Donc, ils ont récupéré mon placenta, ils ont récupéré mon bébé. Euh, on n'avait pas voulu le revoir parce que, en fait, je voulais garder cette image de mon petit garçon dans mes bras. Parce que, en plus, bah, comme il était dans un trimestre où on commençait, le bébé se développait, il n'était pas complètement, il manquait un peu de joue, il n'avait pas toute la graisse, il n'avait pas encore de graisse, en fait, à ce niveau-là. Donc, ça
peut paraître un peu surprenant, mais on aurait juste dit un bébé qui dort et c'était pas choquant de mon point de vue, hein. C'était, voilà quoi. Et je suis restée 10 jours parce que en même temps, en fait, à l'hôpital, ils m'ont proposé la péridurale. Et quand ils ont fait la péridurale, la personne qui l'a faite s'y est repris à 3 fois. Elle s'y est reprise à 3 fois. Et au bout d'un moment, bah, une personne expérimentée, elle l'a fait en 10 minutes. Sauf que le lendemain, quand je me suis levée, quand j'étais assise ou debout, j'avais d'intenses mal de tête. Mais des intenses mal de tête. Qui faisait qu'en fait, j'ai eu avec la péridurale ce qu'on appelle une brèche. Et une brèche, c'est qu'en fait, ils ont été un peu trop loin. Et en fait, on a le liquide céphalorachidien qui monte jusqu'à notre cerveau. Et ben, il s'écoulait, en fait. Et du coup, ce qui fait que ça provoquait ces mal de tête et des courbatures au niveau des épaules et tout ça. Donc, en fait, je pouvais rester qu'allongée parce que dès que j'étais redressée, bah, j'avais mal à la tête beaucoup, beaucoup. Et la seule solution pour me remédier à ce mal de tête, c'est de faire ce qu'on appelle un blood patch, euh, qui consiste à prendre votre sang et le rajouter dans la zone de péridurale pour faire comme un pansement, en fait. Et à partir de là, bah, en fait, bah, ce mal de tête s'en va. Donc, euh, donc c'était très dur à ce moment-là. Euh, Et on culpabilise beaucoup. Hum, Parce que, bah, comme on sait que c'est une infection qui a provoqué en fait l'accouchement prématuré et tout ça, bah, on se demande qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait. Donc il y a beaucoup, beaucoup de culpabilité. Et puis c'est émotionnellement, on est quoi? Ouais, on est sur le cul, quoi. On comprend pas, hein. On comprend pas. Euh, Ils proposent des psychologues pour venir, qui viennent vous voir automatiquement bah, suite à ça. Mais sur le moment, on n'a pas envie de parler à des gens. Donc, on passe. Et, euh, et après, donc, je suis sortie de l'hôpital. Donc, j'y suis rentrée le 12 décembre et j'y suis ressortie le 21 décembre. J'ai été en arrêt pendant un mois, un peu plus d'un mois. Et du coup, voilà, c'était cette partie-là. Et du coup, on reçoit nous, on n'avait pas voulu prendre en charge à ce moment-là la partie obsèques. Il faut savoir que avant les 22 semaines de grossesse, c'est l'hôpital qui peut prendre en charge les obsèques. Donc, c'est eux qui se chargent de faire la crémation et de l'envoyer, selon notre demande, bah, de le mettre au jardin des souvenirs, dans un cimetière, avec d'autres enfants. Enfin, donc voilà. Sauf on ne sait pas quand est-ce qu'a lieu cette crémation, donc on ne peut pas y assister. On reçoit un courrier qui nous dit, bah voilà, maintenant, votre enfant a été, euh, je sais pas comment on dit, euh, bah, je sais pas le terme. Incinéré? Voilà, incinéré. Incinéré. Et que du coup, bah, on peut aller déposer, si on le souhaite, une plaque à l'hôpital, au cimetière. Il y a au jardin, là, où j'ai mes enfants. Et ben en fait, ils ont fait une petite stèle où chaque parent peut mettre une petite plaque avec le prénom de leurs enfants. Donc ça, il faut le récupérer auprès de l'accueil du cimetière. Une petite plaque en ardoise. Enfin, franchement, je trouve que c'est cher pour ce que c'est parce que c'est 60 € la plaque de 5 centimètres. Et puis vous payez au total 120 € pour 0 mètre carré d'un enfant. Enfin, en fait, moi, j'étais très choquée par les prix que c'était pour, pour des petites plaques et pour une place on paye 5 ans pour des bébés incinérés ensemble, quoi. Ça me surprend toujours autant. Mais bon. Et donc là, on reçoit aussi les analyses de l'autopsie, bah, qui révéleront que que mon placenta était en infection.
ce qu'on appelle une chorioamniotite. Et, euh, et voilà, on nous dit, bah, une des phrases qu'on nous sort souvent, c'est la faute, t'as pas de chance. Pour, c'est la faute, t'as pas de chance. C'est souvent, enfin, je l'ai vu de la part de d'autres mamans, parce que je suis sur un groupe Facebook sur le deuil périnatal, justement. Et souvent, je le vois quand, dans le témoignage des mamans, hein, c'est quand ils comprennent pas la première fois, c'est la faute à pas de chance. Quand ils n'ont pas de réponse, en fait. Si c'est parce qu'il avait une maladie ou des trucs comme ça, il y a des éléments, mais quand c'est une infection ou que c'est soudain, c'est la faute à pas de chance. C'est très souvent. Et donc, à la suite de ça, je reprends le travail en janvier, la mi-janvier. Euh, Avec mon conjoint, même si c'est dur, on est motivé, on a envie d'y croire et on relance les essais bébés. Et donc en février 2023, je retombe enceinte. J'essaie de faire dans les malheurs que j'ai une chance, c'est que bah, je tombe du premier coup enceinte à chaque fois. J'ai pas de problème de fertilité et bah, je sais que c'est une chance comparé à d'autres mamans qui, elles, bah, mettent des années, voire qui passent par des parcours très longs, qui est la PMA ou les FIV et tout ça. Donc, je sais que sur ce côté-là, j'ai beaucoup de chance. Et donc, je tombe enceinte février 2023. Cette fois-ci, à l'hôpital, j'ai un suivi plus poussé, puisqu'à partir de 14 semaines, je vais être suivie tous les 15 jours pour, en gros, contrôler mon col. Parce que quand il y a eu une infection, ce que j'ai compris, c'est qu'ils suspectent que le col s'ouvre trop tôt, en gros. Et en fait, le col, c'est un élément très important au niveau d'une grossesse parce que c'est ce qui fait verrou entre guillemets, le monde extérieur et le monde du bébé, parce qu'il permet en fait d'éviter les infections. Et que, en fait, dans ce col, il y a le bouchon muqueux et ça, un rempart, le verrou qui permet que le bébé attrape des infections, tout ça. Donc, il suspecte ça, une béance du col. Donc, tous les 15 jours, j'ai mon contrôle. Et donc, là, franchement, on y va. J'y vais tous les 15 jours. Mon col est long et fermé et tout ça. J'arrive à 20 semaines, il est long et fermé. Et à 22 semaines de grossesse, je vais pour mon contrôle. Et là, en fait, on s'aperçoit que la poche des os est engagée dans le vagin et on la voit de l'extérieur. Donc de là, on me fait un cerclage à chaud. Donc en gros, bah, ils vont me faire le cerclage en fait. C'est juste que et du coup, bah, pour fermer, pour pas que pour pas que j'accouche, que j'accouche tout de suite. Sauf que bah, je fais mon cerclage le lendemain et dans les dans les non, ils nous disent il faut passer 48 heures. Et dans les 48 heures, une fois passé 48 heures, vous resterez alité et puis on continuera les contrôles, etc. Et comme ça, pour amener à terme votre grossesse. Sauf que bah, moi, passé 48 heures, sauf que bah, le soir, arrivé le soir, je perds les os. Et j'accoucherai le lendemain, le 16 juillet 2023. De mon petit garçon né vivant, encore une fois, qui est là, qui y restera en vie 2 heures. Et là, la différence, je suis à 22 semaines et 4 jours. Donc, j'ai le droit au congé maternité dans son intégralité. J'ai le droit à la prime à la naissance et j'ai le droit à l'indemnité d'aide. Et donc là, la différence, c'est que là, l'hôpital ne prend pas en charge les obsèques. Du coup, on organise nos obsèques. Et, euh, et ce qui est malheureux là-dedans, c'est que pendant que j'étais en salle de travail, en train de, bah, pas d'accoucher, parce que j'étais en salle de travail, on attendait juste que ça se déclenche, que ça parte, enfin oui, que ça se déclenche. Et ben en fait, on était en train de déjà d'appeler les pompes funèbres pour organiser ses obsèques. Excusez-moi.
Donc c'est pas courant de faire ça. Et la différence, c'est que la première fois, c'est que là, j'ai trouvé que les sages-femmes étaient beaucoup plus. En fait, ouais, la première fois, c'était tellement soudain, tellement brutal. Là aussi, ça l'était. Mais comme je savais comment ça allait se passer, bah, psychologiquement, je savais ce que je voulais. Bah, comme récupérer son bonnet. Ouh, voilà. Donc, j'ai récupéré son bonnet. J'ai fait des photos avec lui. Ils en ont fait aussi. On a dû déclarer à l'état civil. Parce que on n'avait pas le choix. Parce que elle était au-delà des 22 semaines. Et donc voilà. J'ai toujours à ce moment-là refusé de. J'avais pas envie de voir un psychologue ou quoi que ce soit. J'en ressentais pas le besoin, en fait. Mais bon, c'était donc les mois passent, bah pareil, je reprends le travail. Et, euh, et donc là, cette fois-ci, avec mon conjoint, on se dit, bon, on se laisse un peu plus de temps avant de réintégrer, de relancer une nouvelle grossesse. Donc j'accouche en juillet. On se dit que début 2024, relancer le projet bébé. Donc on lance dès le 1er janvier de l'année. On se dit, bon, ça prend 1, 2 mois, 3 mois, c'est des choses qui peuvent arriver, parce que c'est une moyenne, en fait. Je crois que la moyenne, c'est 6 mois. Sauf que, bah non, moi, ça prend dès le mois de janvier. Et donc, on en profite dans les premières semaines pour faire un voyage. On revient. En mars 2024, bah là, cette fois-ci, vu qu'on sait que j'ai une béance du col, on me fait là un sarclage préventif. Donc, j'ai mon sarclage préventif à 14 semaines, après avoir fait les tests de trisomie, pour voir si trisomie 21, tout ça. Donc le saclage se passe bien, pas de problème, pas d'infection, rien de tout ça. Sauf dans la nuit, dans une nuit à 4 heures du matin, je sens bah, la poche des os qui s'est rompue, rupture franche. On va à l'hôpital, je suis à 19 semaines. Donc là, j'ai perdu les os. Sauf que le col est toujours fermé et long. Et donc on fait un traitement antibiotique parce que c'est le risque quand on n'a plus la poche des os, c'est aussi l'infection. Et on m'annonce, bah, on me dit en général, quand vous avez rompu les os, le travail va s'engager soit dans les 48 heures, soit la semaine qui suit. Sauf qu'il se passe pas ça. Je perds pas le bébé dans les 48 heures, je perds pas le bébé une semaine après. J'ai un suivi beaucoup plus poussé, puisque au lieu de passer de tous les 15 jours, je suis passée à toutes les semaines, avec prise de sang, prélèvement vaginal, échographie à chaque fois. Et pendant 8 semaines, 8 longues semaines, où je vais rester quasiment. Ben, c'est simple, je me levais que pour aller aux toilettes ou prendre ma douche quasiment. Et ben, je vais être en ce qu'ils appellent en anamios. C'est quand le bébé n'a plus de liquide. Voilà. Pendant 8 semaines, je suis sans liquide amniotique. Et en fait, le liquide amniotique est est très important pour le bébé, puis- puisqu'il permet le développement des poumons et il permet de se mouvoir. Et donc, et puis, il fait et à ce moment-là, en fait, le bébé, c'est lui, en partie, une bonne partie, lui qui le produit, son liquide. Donc, quand il avale, il en produit et c'est important. Donc, ses reins fonctionnaient, mais comme la enfin, comme la rupture était très franche, bah, dès que j'en avais, je le reperdais aussitôt. Donc, voilà. Je savais que j'allais accoucher prématurément, parce que c'était le risque avec une rupture prématurée de la poche des os. Et donc, et moi, j'ai toujours mon cerclage en plus. Donc, c'est
double, double complication. Et donc, à 23 semaines et 6 jours et 24 semaines, on me propose les injections de corticoïdes qui permettent de maturer les poumons du bébé. Donc, c'est pour cas où il arrive trop tôt qu'on on l'aide à ce niveau-là. Entre-temps, quand j'arrive à l'hôpital pour faire ça, je me mets à saigner. Mon col saigne, enfin, je saigne. On vérifie que c'est bien, que ça vient du col et pas du placenta, parce que ça aurait pu être ça, mais ce n'est pas ça. Donc, j'ai pas compté le nombre d'hospitalisations que j'ai fait au cours de cette grossesse de cette année, mais il y en a eu quand même un petit peu, enfin, un peu quand même. Et donc, j'accoucherai le 30 juin de cette année, à 27 semaines et 5 jours, de mon troisième petit garçon, qui est né en siège, décomplété. C'est-à-dire qu'en gros, il avait les jambes au niveau du cou quand il est sorti. Parce que comme il avait plus de liquide pour bouger, il est resté en siège tout du long. Et donc, il part directement en néonat. Il est pris en charge. Dans ses premières heures de vie, il fait un pneumothorax. Et on passe le 1er juillet. En fait, ce qui est impressionnant, c'est qu'il est en couveuse, il est très petit, il est sous oxygène, il y a des machines qui bipent de partout. Et, euh, et voilà. Et on nous dit, hein, on connaît les risques de la prématurité parce que, et en plus du manque de liquide, parce que bah, du coup, on avait rencontré une pédiatre qui nous expliquait en gros comment serait la prise en charge, les risques qu'il y avait et comment c'était, enfin, tous les éléments en fait. Donc, on était renseignés quand même. Et arrive le 4 juillet, je fais le premier pot à pot avec lui, après depuis sa naissance en fait. C'est impressionnant parce que ça demande comment on appelle ça, l'intervention de deux personnes pour le sortir de sa couveuse et le mettre sur moi. Ça prend moins 20 minutes pour le déplacer. Et, euh, et voilà. Et le 5 juillet, donc j'y retourne. Je fais mon pot à pot avec mon petit garçon. Euh, on fait des photos, il y a ma maman qui est là. Et après, vers les coups de 14 heures de cette journée du 5 juillet, la pédiatre du service vient nous voir en nous disant, bah voilà, votre fils, il a une hémorragie cérébrale, stade 4. Euh, donc, elle me dit, il faut qu'on ait l'avis d'un neuropédiatre. On refera une radio le lundi. Et, euh, et voilà, donc pour nous, déjà rien que ça, le monde s'écroule parce que c'est, euh, c'est, enfin, on s'y attendait pas. Parce que déjà, enfin, on s'y attendait pas parce que déjà pour ma part, c'était une victoire d'être arrivé à accoucher de mon enfant et qui, je le voyais commencer à vivre, hein. Donc, c'était, enfin, ouais, c'est, voilà quoi. Et donc, il fallait 14 ans, il me dit ça. Et puis après, dans la fin de journée, il était en train de changer un cathéter sur lui. Donc, on pouvait pas être là pour le temps qu'il faisait ce changement de cathéter, je crois. Et quand on remonte, je, je vois en fait au niveau des machines que les battements de son cœur ont diminué. Il était à 170 en général, entre 160 et 170. Et là, il était passé à 100. Et la pédiatre vient, elle a même pas, elle a eu le temps de voir le neuropédiatre qui lui dit que au vu du stade de l'hémorragie cérébrale, euh, bah, que notre bébé, il sera plus tard, il aurait une hémiplégie, il aurait des problèmes cognitifs où il saurait pas communiquer, pas parler, bah, c'est un handicap très lourd en fait. Et du coup, la décision qu'il nous demande, c'est est-ce qu'on veut le réanimer s'il vient à partir. Mais sur le moment, moi, tout ce que je vois, c'est que son cœur diminue. Et je leur dis, je le veux dans mes bras, en fait.
tout de suite. Donc ils font ce qu'il faut. Et j'ai même pas le temps de dire, j'ai même pas le temps de dire oui ou non, qu'elle me repose la question si on veut le réanimer. C'est c'est tout flou, mais je dis non. Et donc, quand il est 16h30, 16h30, 17h, et mon petit garçon, il s'éteindra à 18h45. Voilà. Donc, à ce moment-là, dans la chambre, il y a il y a mon mari et ma mère qui sont présents. Et on quittera pas la chambre avant quasiment minuit. Donc, ce jour-là, je lui ai donné son premier et son dernier bain. On a eu... En fait, ils nous laissent ce qui était rassurant et ce qui était bien là-dedans, c'est que les soignants étaient vraiment présents. Donc, ils nous laissaient le choix de est-ce que vous voulez lui faire prendre son bain, est-ce que vous voulez pas, vous n'êtes pas obligé. Enfin, vraiment, on pouvait changer d'avis à n'importe quel moment de si on voulait faire ça à leur place, en fait. Donc, j'ai dit oui pour faire son bain. On l'a habillé. On a fait ses empreintes de pieds, de main. Et même pour les grands-parents, on l'a fait parce que et voilà, en fait. Et puis, on nous a donné une boîte avec ses, tout ce qui lui a appartenu. Donc, bah, moi, j'ai donc, ses empreintes, son carnet de santé. Moi, j'ai récupéré le linge dans lequel je l'avais tenu dans mes bras, son bonnet, ses lunettes. Parce qu'il avait pas des lunettes, mais c'était des- un truc pour cacher les yeux parce que il était sous photothérapie. Parce que il y avait, la chambre d'un bébé prématuré, c'est assez impressionnant. Ils sont sous lumière bleue parce que soit ils ont des problèmes euh, de jaunisse. Il avait, euh, il avait une sonde urinaire parce que bah, comme il avait plusieurs médicaments, que ça pouvait stopper des fois stopper zut, l'envie d'uriner. Donc, il était branché de partout, de toute façon. Donc, c'était impressionnant. C'est toujours impressionnant à voir, de toute façon. Et quand on entend les bites de partout, c'est impressionnant. Et on, et on, et on, dès qu'on ne connaît pas une sonnerie qui nous est pas commune, ben on file voir les infirmières. Et voilà, quoi. Et là, pareil, ben, on a dû réorganiser les obsèques. Donc, c'est d'autant plus difficile parce que, en fait, euh, mon dernier garçon est décédé le 5 juillet et la naissance de mon deuxième, c'était le 16. Donc, quasiment à un an d'intervalle, j'ai enterré deux garçons. Ouais. Après, là, la différence, c'est que bah, là, pas, pas forcé, mais fortement conseillé. Je suis suivie par un psychologue. Parce que, quand même, parce que ma famille me disait, et mon conjoint, non, mais là, une fois, c'est, c'était très dur à vivre. Deux fois, voilà, mais là, une troisième fois, il faut y aller, quoi. Euh, après, donc, faut savoir que pour les deux fois, on a fait appel aux mêmes pompes funèbres
se montrer très, très gentils, très compréhensifs. Euh, et la différence, c'est qu'avec la fois, l'année dernière, nous avions possibilité, avant les obsèques, avant la cérémonie, de pouvoir aller voir notre fils en chambre mortuaire. Mais pareil, j'étais pas. Euh, nous avons, ouais, moi et mon conjoint n'avions pas souhaité aller le voir en chambre mortuaire. Donc, quand on est arrivé dans cette salle de cérémonie avec un petit cercueil blanc, les musiques que nous avions choisies, d'ailleurs, une musique que nous avons choisie pour notre deuxième, c'était une chanson de Céline Dion qui s'appelle Les Petits Pieds de Léa. Euh, Elle est très connue. Enfin, pas très connue parce que je l'ai découverte à ce moment-là, mais vous pouvez être certaine quasiment maintenant, quand vous fréquentez le monde du périnatal, c'est une des chansons qui ressort le plus souvent. Donc, donc c'était celle-là, ainsi que le sens de la famille que nous avions passé, parce que bah, il y avait nos proches qui étaient là pour nous soutenir. Et donc, c'était important. Et donc, nous avions refusé de le voir en chambre mortuaire. Et là, la différence, c'est qu'avec le troisième, eh ben, on y est allé tous les jours en chambre mortuaire le voir. Tous les jours. On a mis, on avait aussi mis des objets des petits doudous pour notre deuxième. Mais c'était les gens des services funéraires qui l'avaient mis pour nous dans son cercueil. Là, c'est nous qui avons mis les objets, c'est nous qui avons fait les choses. Et pour la fermeture du cercueil, là, c'est moi qui ai porté mon petit garçon pour le mettre dedans. Et voilà. Et sa grand-mère lui avait fait une petite couverture qui de base était destinée pour le pot à pot. Je l'ai laissé partir avec. Et, et voilà. De nouveau de nouveau la cérémonie. Euh, euh, les gens sont, les personnes qui étaient au cours de ma grossesse, il y en avait, bah, c'était plus il y avait plus de personnes cette fois-ci que la fois précédente. C'était, le cours était bien entouré. Et là, pareil, nouvelle musique. Je voulais pas remettre les mêmes parce que c'était pas enfin, je voulais pas remettre les mêmes musiques, pas la même façon de faire. Parce que que je voulais qu'ils aient chacun leur cérémonie. Excusez-moi, j'allais me moucher. Est-ce que avant même de tomber enceinte la première fois, vous connaissiez le deuil périnatal et vous avez été sensibilisé sur le deuil périnatal, sur toutes les complications qu'il pouvait y avoir autour de la grossesse, de la naissance d'un enfant, etc. Est-ce que vous connaissiez? Non, non, non. Le seul truc dont on est au courant, c'est que on sait au cours de l'échographie du premier trimestre, on a le test de la trisomie 21 qui est effectué. Euh, Franchement, je n'ai jamais autant appris de termes médicaux que depuis que j'ai perdu trois enfants, honnêtement. Je n'ai jamais entendu autant de termes que depuis que j'ai intégré les groupes sur le deuil périnatal. Euh, j'étais sur... j'étais,
lors de la première grossesse, pour avoir un suivi avec d'autres mamans sur l'évolution des grossesses, j'étais sur l'application WeMom. Donc, si je faisais des recherches ou des machins, c'était des recherches sur quelque chose de précis, c'était sur bah, combien mesure le bébé au cours de la première écho. Enfin, c'est c'est bête, mais on pense pas du tout à ça. Après, quand j'étais enceinte du deuxième, béance du col, cerclage, enfin, ces choses-là. On- Et puis là, pour la troisième, c'était rupture prématurée des membranes, euh, c'est anamios, oligoamios, des termes que je serais jamais partie chercher de moi-même, hein, honnêtement. Donc moi, c'est les problèmes que j'ai rencontrés. Et quand je lis des problèmes de d'autres mamans, parce que elles ont dû avoir recours à des IMG, parce que leurs enfants ont des maladies génétiques ou des syndromes de quelque chose. Enfin, il y a tellement de choses. C'est-à-dire que même des fois, j'étais au courant, enfin, j'étais renseignée sur des sujets comme la prééclampsie, alors qu'avant, je savais pas ce que c'était. Maintenant, je connais les symptômes d'une prééclampsie et je sais ce que je dois faire en cas de doute. Enfin, c'est incroyable quand même d'en arriver là. Enfin, c'est c'est inattendu surtout. Et c'est pas... enfin, je trouve en fait, quand la grossesse se passe bien, on se dit, oh, cool, pas de problème. Mais je pense que des fois, on lui dit. Donc voilà, quoi, c'est pas commun. Je, J'ai tellement été aux urgences sur cette dernière grossesse que des fois, je recroisais les sages-femmes ou les aides-soignantes qui me reconnaissaient. Ah, bonjour, vous allez bien? Enfin, c'est, enfin, c'était incroyable. Sur ce côté-là, c'est, c'était limite devenu ma deuxième maison. Mais le plus dur, honnêtement, ça a été le retour au travail. Parce que une des choses les plus dures, c'est pas le plus dur, c'est une des choses les plus dures qui a été dans mon cas. Parce que lors de la première grossesse, donc je venais de perdre le premier en 2022. Et quand on revient au travail, on apprend que vous avez perdu votre bébé, bah les gens, ils vont être maladroits ou je sais même pas si c'est des fois s'ils en ont conscience ou si des fois c'est de la méchanceté, je saurais pas le déterminer puisque j'ai entendu ah mais moi aussi j'ai fait une fausse couche à, à 3 mois de grossesse. Je on minimise, je veux dire une fausse couche c'est déjà terrible quand ça se passe à 3 mois, mais quand on vous sort c'est bah s'il est pas là c'est qu'il devait pas être là. Il y a des choses assez euh, Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'il ne faut pas dire justement pour faire de la prévention lors de cet épisode-là? Quels seraient les termes ou expressions à éviter? Type là, vous nous en avez donné deux. S'il n'est pas là, il ne devrait pas être là. Enfin, c'est horrible. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous pensez auxquelles nous, on ne penserait pas d'un point de vue extérieur, mais qu'il ne faut pas dire? Bah, d'un point de vue extérieur et qu'il faut pas dire, c'est, je pense, dire c'est la faute à pas de chance, souvent, celle-là. Franchement, quand on vous la sort, vous avez juste envie de baffer les gens. C'est des phrases, enfin, je, il y en a, j'en ai entendu, mais de toutes sortes. Surtout dans le monde du travail, moi. C'est ça le pire. Surtout dans le travail. Parce que, bah, pour mon premier, par exemple, c'était le fait que j'ai une chorionontite qui a fait que, qu'il est né trop tôt. On savait pas que j'avais une béance du col, donc pour la première fois, c'était une infection. Et quand j'ai eu les résultats de l'autopsie, que en dehors de l'infection, mon enfant, bah, il allait très bien.
il était pas, il avait pas de problème au niveau génétique, des trucs comme ça. J'ai le droit, ah, mais comment je culpabiliserais toi à ta place? Merci, merci, mais je culpabilise déjà. T'as pas besoin de me le redire, en fait, juste ferme ta bouche. Et en fait, c'est ça, c'est que on a, après, on arrive où on a beaucoup de colère. J'étais très en colère des fois contre ces gens-là, à me dire des phrases pareilles. Bah, les deux premières que je vous ai citées, hein. Et, euh, et que voilà. Et puis après, ce qui vous met dans une colère et un sentiment d'injustice, c'est quand bah, vous apprenez que votre entourage, comme eux, vont avoir leur bébé. L'année dernière, je l'ai appris. J'avais accouché en juillet, septembre, ils y sont pour rien. J'étais contente pour eux, mais au fond de moi, ça m'a fait hyper mal. C'est que en septembre, un membre de ma famille m'apprend sa future grossesse. Alors du coup, on se dit, mais c'est dur, c'est très dur. C'est aussi d'entendre, ouais, il faut qu'elle passe à autre chose pour avancer. Bah ouais, mais non. Sauf que on a beau dire, il y a des deuils je pense qu'il y a des deuils dans lesquels on arrive à se remettre. En fait, on se dit que si euh, on y est préparé un peu comme personne grand-père, ça fait mal, c'est douloureux, mais c'est le cycle de la vie fait qu'on le voit vieillir, on voit les choses et on comprend que ça va être, quand il décède, on s'y est préparé un petit peu avant, par exemple, sauf si c'est une façon brutale. Mais pour le cas d'un enfant, bah non, c'est pas l'ordre des choses de mettre au monde un enfant, mort-né, né vivant puis mort. C'est pas dans l'ordre des choses de préparer son enterrement. On prépare son sac, on prépare sa chambre, mais on prépare pas son enterrement. Je pense qu'on se remet pas de la perte d'un enfant. C'est, c'est- pour le cerveau, c'est pas cohérent, hein. C'est pas cohérent du tout. J'ai, lors de la, J'essaie de retrouver un petit truc dans mes affaires qui était, ah non, je l'ai pas là, qui était un petit calepin qu'on m'avait fourni à l'hôpital avec c'est un fascicule en fait pour l'entourage de comment se comporter avec des parents en deuil. Et dedans, il y avait des petites phrases, des choses très intéressantes sur ce qu'on devait dire ou ne pas dire, mais j'arrive pas à remettre la main dessus, donc c'est dommage. Mais ah oui, j'ai eu le droit aussi à une phrase comme je l'ai pas entendu moi directement, c'est une personne qui me l'a dit au sein de mon travail, qui était je crois que du genre que si je essaie encore une fois de refaire un enfant, c'est de l'acharnement. Ouais. Donc des fois, c'est, je sais pas comment le décrire. Oui, là, c'est de la méchanceté, là. Ouais, voilà. C'est Mm. quand même si vous l'avez pas entendu directement, mais que vous avez eu vent de ces échos-là, qu'on vous dit, ouais, bah, si vous refaites un enfant, c'est de l'acharnement. Dans ces cas-là, toutes les personnes qui sont en PMA, c'est de l'acharnement. Faut arrêter. Non, mais c'est de la méchanceté. C'est pour ça que des fois, quand je vous le disais, je n'arrive pas à le déterminer si des fois c'est de la maladresse ou de la méchanceté. Des fois, j'arrive pas à le déterminer. C'est, Et puis aussi, ce qui est dur, c'est comme je vous disais, quand un membre de votre famille vous annonce une grossesse, c'est que je pense qu'il va y avoir deux types de personnes. Celles qui vont prendre le temps et de vous l'annoncer, mais d'une façon en disant, bah voilà, on sait ce que vous vivez, mais voilà, actuellement, on attend un bébé et enfin, on comprend tout à fait. Et il y a les autres qui, en fait, vous l'annoncent de but en blanc sans prendre en compte vos émotions. Et, euh, et voilà.
Moi, dans mon cas, moi, euh, j'ai un, j'ai une personne de ma famille qui était on était enceinte quasiment en même temps et on n'avait pas les mêmes dates de terme. Moi, c'était octobre, elle, c'était septembre, là, donc elle a accouché il y a pas longtemps. Et bah, ça me fait un peu mal, mais comme on était enceinte en même temps, je le prends un peu mieux, en fait, parce qu'on s'était suivis. Mais ça fait mal de me dire que, bah, en fait, le sien est là et pas le mien. Et après, bah, c'est quand vous apprenez une nouvelle grossesse, donc de quelqu'un d'autre. Et bah, du coup, bah, je suis dans l'incapacité euh, de, de les voir. Je suis dans l'incapacité de me dire, bah, il faudrait que je la voie enceinte. C'est pas possible. Pas possible pour moi. Et déjà l'année dernière, quand un autre membre de ma famille m'avait appris leur grossesse, je leur ai dit, hein, je suis incapable. Ils ont très bien compris. Et puis du coup, ils m'ont envoyé aucune échographie. Ils m'ont envoyé, j'avais aucune nouvelle en fait. J'ai su qu'elle était née, point, c'est tout. Mais ils m'envoient pas de photos spontanément, ils m'envoient rien. Et c'est très important de respecter ça. Ça aussi, dans mon cas, moi, je l'ai pas vécu dans ce sens-là, mais quand j'ai vu les témoignages de maman, elle me disait, elle expliquait que des fois, bah, par exemple, une sœur qui était enceinte, que bah, la personne se réjouissait pas de leur bonheur, bah, que la sœur va faire la tronche, en fait, va bouder parce qu'elle se réjouit pas de son bonheur. Ouais, bah, ouais, mais comprend aussi que on vient de perdre un bébé aussi. Donc, euh, donc je pense que c'est très important aussi de comment annoncer les choses.